Je crois que comme la plupart des Camerounais, il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé avec la mort d'Anissé Kane. Le pouvoir en place a tout fait pour rendre cette mort irréversible aussi, inéluctable. Et c'est pour ça qu'on parle d'assassinat, c'est une mise à mort. Et on peut y voir aussi le début de la fin de ces régimes, parce que cet assassinat a déclenché dans la population quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'irréversible. Et quelqu'un disait dans les commentaires qu'on a entendus que aussi inéluctable qu'a été rendue la mort d'Anissé Kane en détention. Je rappelle qu'il a été, qu'il a été privé de soins, de son extracteur d'oxygène parce qu'il avait une capacité respiratoire qui avait été restreinte directement et considérablement par le Covid. Et ça vient de là. Mais il pouvait vivre encore des années juste en faisant attention à être suffisamment oxygéné. Donc, et voilà. Et il le savait. Et donc, je disais qu'ils ont rendu sa mort en détention inéluctable. Et les gens, ils voient aussi un côté inéluctable à la chute de ce régime. Parce que je crois qu'il y a un avant et après. Après l'élection, ils ont procédé à des massacres de jeunes, de populations, jeunes ou pas jeunes, des femmes, des enfants. On leur a tiré dessus à balles réelles. Ils ont emprisonné à tour de bras. J'ai vu des rapports qui parlaient de plus de 2000 personnes en détention. Et là, ils ont tout fait pour que Anissé ne sorte pas de cette prison. Et il y a un témoignage accablant d'une des responsables d'une association des droits de l'homme, où le ministre Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui est l'homme fort du régime et qui est au premier plan pour réprimer et menacer les Camerounais, qui disait ce serait parce qu'on allait intervenir, intercéder en sa faveur. Il a dit rien à faire, ce serait bien qu'il meure, je vais lui acheter un cercueil. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, il parle de faire une enquête, mais on sait bien que ça n'intéresse personne, cette enquête. On sait ce qui s'est passé. Et je dirais aussi que c'est une longue suite, j'allais dire, d'assassinats politiques par négligence ou par préméditation de ce régime. Il y a la façon dont ils traitent les gens, même ceux qui sont de leur camp. Je pense à Mendozé, à Gerbet Mendozé, l'ancien directeur général de la télévision camerounaise, qu'ils ont laissé mourir en prison alors qu'il y avait des alertes. C'était misérable. Je pense à des journalistes, Ouazizi, et non seulement une fois qu'ils ont arrêté et qui est mort en détention, et à la fin, il s'est avéré qu'il avait été torturé, mais qu'est-ce qu'ils disent officiellement? Il est mort du sida. On essaye aussi de trouver des causes infamantes. C'est-à-dire, on a ça, il y a un prêtre Ambazié, un prêtre anglophone, qui est aussi mort en détention comme ça, après les tortures. Enfin, il y a j'irais même plus loin. Les Camerounais, il y a une partie des Camerounais qui sont devenus tellement insensibles à la douleur ou même au respect, à l'humanité des autres. Je pense aux magistrats qui ont reporté, par exemple, le procès de notre confrère Amadou Vamoulké plus de 180 fois. Enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas, lorsqu'ils signent des arrêtés de renvoi et qu'ils savent que Vamoulké est malade, il a une neuropathie sévère, et on le sait, les avocats font des requêtes, ils s'en foutent et ils continuent. Je dis, est-ce qu'il y a encore de l'humanité? C'est pour ça que souvent, je me dis que le système a besoin d'être libéré de lui-même. Parce que des gens je connais des gens qui ils sont très malheureux d'être là-dedans, mais ils continuent comme des zombies au lieu de s'arrêter et de dire stop. Et voilà, donc on espère qu'il y aura un sursaut parce qu'on voit l'ampleur de la réaction, le choc
qui touche les Camerounais, vraiment l'indignation, tout ce qu'on veut, mais on va voir si tout ça se transforme en action. Mais juste encore un dernier mot quand même, un dernier mot après je m'arrête. On a vu que l'assassinat d'Anissé Kané a conduit certains pays occidentaux à bouger, parce que j'ai vu passer des listes et je sais qu'au moins 2 pays envisagent d'interdire de voyager un certain nombre de personnalités camerounaises ou même de gel des avoirs. Il y a des choses qui se sont mises en branle à cause de cet assassinat. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Chacun sait que à toutes les élections, à tous les niveaux, le RDPC a pour mission d'apporter des 100% à Paul Biya. Et donc, chacun s'en donne, je veux dire, le devoir. Et après, ils veulent s'en prévaloir pour des postes, pour des rétributions, pour des récompenses. On a entendu, ils disent, voyez, nous, on s'est arrangé, on a fait notre travail, donc on réclame aussi une récompense, et la récompense, c'est de nous donner le port, parce que c'est le plus grand employeur, etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est à celui qui trafique autant que possible pour amener les bons scores. Donc, c'est fait depuis des décennies. Donc, pour lui, c'est la routine. Il ne voit pas en quoi il est en train d'enfreindre quelque chose, puisqu'ils ont toujours fait. Seulement, et c'est sûr que je dis que c'est un système qui a besoin de se libérer de lui-même. Ils ne savent plus ce qui est normal et ce qui n'est pas. Tellement on est habitué à la fraude, à l'anormal, à l'immoral, et que c'est le quotidien des gens. Bon, le problème, c'est que cette fois-ci, on est dans un contexte où on a un pouvoir absent. Allez, il n'y a pas, la question du pouvoir à la tête de l'État n'est pas réglée, n'est pas résolue. On a affaire à des clans qui sont en train de prendre leur position parce qu'ils se disent qu'à un moment donné, ça va être leur tour. Et que, voilà, on a eu un contentieux, on est dans un contentieux électoral où la moitié, la majorité des Camerounais ne reconnaissent pas ce résultat, ne reconnaissent pas ce président. Et eux, ils veulent faire comme d'habitude. C'est pour ça que c'est totalement grotesque. Et parce qu'on ne sait pas qui décide lorsqu'ils disent « nous voulons le port ». Mais ça se heurte à d'autres intérêts, ça se heurte à des clans établis, à des intérêts, j'allais dire des intérêts connus et qui vont entrer en collision avec les leurs. Mais ça ne peut que mal se terminer si on n'a pas ce sursaut de reconnaître la victoire de Chiroma et d'organiser une transition pacifique. Il y a tellement de choses qui se préparent en ce moment. Moi-même, ça me fait peur parce que les Camerounais, ils s'organisent de différentes manières et j'ai peur que pour notre pays, il y ait des périodes troubles qui s'annoncent. La victime collatérale de cet épisode électoral, c'est l'opposition camerounaise. Pendant toute la période, on a vu, ils ont été incapables de donner des consignes claires et le résultat a été que les électeurs camerounais ont enjambé ou alors les consignes, l'absence de consignes de ces partis, ils étaient inexistants. Ils ont voté massivement pour Chiroma, dont personne ne connaît le parti, et les partis traditionnels se sont effondrés de l'opposition, y compris celui du pouvoir, comme on a vu. Et donc, l'opposition camerounaise, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été totalement discréditée. Je pense qu'après cet épisode, il y aura une reconfiguration. Et on verra apparaître de nouvelles figures qui étaient peut-être mineures en ce moment. Je pense à Hiram Youdi, je pense à Teller Onana, qui ont eu des attitudes assez respectables. On a vu, ils ont pris position par rapport à l'assassinat d'Anissé Kané, qui était un homme politique valeureux. Et là, Issa Chiroma aussi, Issa Chiroma qui a parlé de l'inacceptable mort de M. Anissé Kané dans un message de 3 pages. Lui, c'est le président élu. Donc moi, je parle de l'opposition. Lui n'est pas dans l'opposition et le président élu. Non, en fait... Mais je pense que Maurice Kamto restera parce que il a une structure assez forte et puis il est considéré quand même comme une victime aussi de la répression électorale, de la répression même de l'incapacité qu'il a eue à se présenter, etc.
Mais les autres, vraiment, c'est la Bérésina. Et on peut imaginer, il le dit un petit peu dans son intervention, Maurice Kamto, on peut imaginer que ce décès nourrisse une forme de révolte où le peuple camerounais, finalement, même avec autant de brimades, n'est pas suffisamment mûr pour mener cette révolution que certains appellent de leur vœu. Ça se voit déjà. Comme je disais, là, je suis à l'écoute, je suis un peu ce qui se passe sur la scène politique underground pour le moment, mais qui est dans la résistance. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont se passer. Et aussi, donc, là, l'opposition, comme on a vu, ce qu'on appelle l'opposition, est complètement inexistante. Mais je crois que dans la population camerounaise, même si jusqu'à maintenant on n'a pas fait preuve d'activisme ou de résistance très forte, ne peut plus, dans une bonne partie d'entre elles, ne peut pas imaginer encore 7 ans dans le cauchemar totalement surréaliste que nous vivons aujourd'hui. Et donc ça va certainement produire des actions que nous allons observer. La prise de parole de Marie-Roger Biloa résonne comme un rappel brutal de ce que devient un pays lorsqu'il perd le sens du consensus et que la confiance s'effrite jusque dans les plus petites fissures de l'institution. Elle ne cherche ni l'emphase ni le spectaculaire. Elle constate avec une précision qui glace que le cercle du pouvoir s'est refermé sur lui-même jusqu'à exclure de son propre horizon la réalité de ceux qu'il prétend représenter. À l'écouter, on perçoit une inquiétude profonde, non pas une colère impulsive, mais la fatigue lucide de ceux qui ont trop vu, trop compris et qui savent que l'addition des non-dits finit toujours par peser plus lourd que la parole. Elle rappelle que gouverner ne consiste pas à se barricader dans le confort des certitudes, mais à affronter ce qui dérange, à entendre ce que l'on préférerait oublier. Elle évoque l'état d'un pays où les lignes de fracture ne sont plus seulement sociales, mais mentales, où chacun campe sur sa version du réel comme sur un promontoire fragile. Là où certains imaginent des complots, d'autres pointent des manquements. Là où des responsables dénoncent des manipulations, elle parle d'opacité, d'angle mort, d'informations qui ne circulent plus. Ce qu'elle décrit, ce n'est pas une crise spectaculaire, mais une lente dégradation du lien entre gouvernants et gouvernés, un climat où l'on se méfie de tout, parfois même de l'évidence. Elle insiste, un pays ne vacille pas uniquement sous les coups du chaos, mais aussi sous les silences trop prolongés, les décisions prises en vase clos, la tendance à considérer la critique comme une hostilité et non comme un signal d'alarme. Sa voix porte une inquiétude civique, plus qu'une dénonciation partisane, celle d'une citoyenne qui demande que la vérité ne se négocie pas selon les intérêts du moment, que les responsabilités soient clarifiées avec rigueur, que les institutions restent dignes et pleinement conscientes de ce que signifie servir la nation. À travers ces mots, c'est l'image d'un Cameroun qui traverse une zone d'ombre qu'elle met en relief, sans outrance, mais sans détour, avec l'espoir que la lucidité collective finira par redevenir une force plutôt qu'un luxe. Sa chronique, en creux, pose une question essentielle. Un pays peut-il encore se réconcilier avec lui-même lorsque la confiance, si difficile à construire, commence à se fissurer ? Rien n'est irréversible, semble-t-elle dire, mais encore faut-il accepter de regarder en face ce que l'on a laissé se dégrader. C'est là précisément que son intervention trouve son poids, dans ce mélange de gravité, de mesure et de volonté de rappeler que le Cameroun mérite mieux que des batailles narratives. Il mérite la vérité, toute la vérité, et surtout la volonté de sortir du brouillard.